Le convoi présidentiel, Emmanuel Macron qui a donc quitté l'Élysée, qui va donc traverser la Seine pour aller aux Invalides. Alison Tassin, vous êtes précisément là où les choses se passent. Oui, et on n'attend plus d'ailleurs que le président de la République dans cette cour des Invalides. Tous les invités sont en place, le public bien entendu, mais aussi les personnalités du monde de la culture, du spectacle, mais aussi les ministres et l'ancien président de la République, François Hollande, sont installés. 3 temps forts à attendre à l'arrivée du président de la République. D'abord le discours du petit-fils de Jean-Paul Belmondo, Victor, lui-même aussi comédien, qui prendra la parole en premier, puis le discours d'Emmanuel Macron et enfin la sortie du cercueil sur ce thème, cette bande originale du film Le Professionnel, une cérémonie qui est prévue pour durer 1 heure ici. Merci Alison. Il s'est dit ces dernières heures qu'Emmanuel Macron avait passé beaucoup de temps à écrire, à réécrire jusqu'à la dernière virgule le discours, le texte, l'oraison, pourrait-on dire, qu'il va prononcer tout à l'heure. Je crois qu'il y avait un lien entre les deux hommes. Il y avait également un lien entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron et Jean-Paul Belmondo. Brigitte Macron qui s'est rendue chez lui au Quai d'Orsay pour saluer et pour s'incliner devant sa dépouille il y a quelques jours. Karima, traditionnellement, aux Invalides, lorsqu'on rend hommage, on rend hommage à des militaires de haut rang, à des hommes politiques qui ont servi la patrie, à des personnalités comme le commandant Cousteau, l'abbé Pierre. Jean-Paul Belmondo n'entre pas du tout dans cette catégorie et pourtant il mérite 1000 fois d'être honoré aujourd'hui. Oui, et depuis 1997, sous l'impulsion de Jacques Chirac, il est permis, sous décision du chef de l'État, de rendre hommage aux personnalités civiles au destin exceptionnel. Vous l'avez dit, le premier fut le commandant Cousteau. Plus récemment, sous la présidence de François Hollande et d'Emmanuel Macron, des hommages ont été rendus aux victimes des attentats de 2015, à l'écrivain et académicien Jean d'Ormesson ou encore à Charles Aznavour. Alors, en choisissant la cour des Invalides pour cet hommage national, Emmanuel Macron veut montrer aux grands hommes et aux grandes femmes la reconnaissance de la nation. Jean-Paul Belmondo, c'est le géant du théâtre, du cinéma qui a rassemblé sur plusieurs décennies, plusieurs générations de Français. Voilà pourquoi il est honoré dans la cour des Invalides. C'était un type formidable, disent tous ceux qui ont travaillé avec lui. Cyrielle Claire le disait, les réalisateurs le disent. C'était quelqu'un de quoi ? De profondément vivant, Alexandre Arcadi. Il était vivant et il était respectueux. Il y a une anecdote qu'Emmanuel Riva m'avait racontée sur Léon Morin-Prêtre, parce que, bon, c'est aussi une image de Jean-Paul. Elle me disait que Melville voulait lui proposer le rôle, mais lui n'en voulait pas. Il ne se sentait pas à la hauteur de ce personnage. Et il a eu l'intelligence de lui dire « mets la soutane, vas-y, juste comme ça ». Et il a mis son costume et il a compris qu'il pouvait être le personnage. Ça voulait dire plein de choses. Ça voulait dire je respecte le personnage, je respecte les textes et je ne fais pas n'importe quoi. Et Jean-Paul n'a jamais fait n'importe quoi. Ça a toujours été très réfléchi. Regardez tous ceux qui s'apprêtent à lui rendre hommage, à l'honorer. On a vu Jean Dujardin, on a vu le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Tous ces univers qui d'ordinaire ne se croisent pas, ne cohabitent pas, alors qu'arrivent Emmanuel Macron et Brigitte Macron, le président qui arrive donc à pied et qui va donc prononcer, ce n'est pas à proprement parler un discours, ce n'est pas vraiment une oraison, c'est un hommage. Nul ne sait précisément combien de temps cette intervention va durer. On l'a dit tout à l'heure, hein, le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, Victor Belmondo, prononcera également des mots au nom de toute la famille. Alison, vous êtes toujours là où les choses se passent et vous êtes toujours sur cette coursive. Dites-nous ce que vous voyez, quelle est l'ambiance ? Eh bien, c'est désormais le silence qui a pris part dans cette cour des Invalides et le président de la République vient donc d'arriver avec sa femme, Brigitte Macron. Tant de passages très officiels, le passage des troupes en revue qui peut étonner et surprendre alors que cette cérémonie est à mi-chemin entre la cérémonie militaire et la cérémonie d'hommage populaire. Le président qui va donc s'avancer aussi vers les invités. Emmanuel Macron qui passe devant la foule, ce public, plus de 1000 personnes qui sont venues ici et puis qui va rejoindre plus directement ensuite passer devant les ministres, puis rejoindre la famille aux côtés des stars du monde du cinéma et de la culture avant donc de prendre la parole. Mais tout cela se fera après la prise de parole du petit-fils de Jean-Paul Belmondo, Victor, qui est donc le premier à parler ici. Voilà donc le début de cette cérémonie. Elle devait débuter à 16h30, il est 16h35. Voilà donc pour cette cérémonie d'hommage
à l'un des plus grands acteurs français de ces 50 dernières années, un homme qui était adoré, adulé, et qui, en retour, a follement aimé le spectacle, les spectateurs, les Français. Un homme qui, dit-on, n'a jamais refusé une photo, jamais refusé un autographe, jamais refusé un selfie, et qui s'est donné à son art et qui a aimé passionnément la vie jusqu'au dernier jour. Marseillaise, jouée par l'orchestre de la Garde républicaine. Voilà donc pour cette musique jouée par l'orchestre de la Garde républicaine et nos invités, Christian Brincourt, Alexandre Arcadi, murmuraient quelque chose. Ils se disaient, ah, Jean-Paul, ça doit lui faire quelque chose, ça doit le surprendre, l'honorer. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme qu'on disait pas du tout engagé, et c'est vrai que
savez, Durand, il n'a pas pris position, mais c'était quelqu'un qui, dans son quotidien, était très attentif aux choses du monde. Minute de silence. Il s'intéressait à l'information. Hein.
cercueil de Jean-Paul Belmondo qui a été posé sous l'œil de ses proches. Sa fille Stella, que vous avez aperçue, cette jeune fille aux longs cheveux et à la robe noire, son frère Alain, son petit-fils Victor, qui s'exprimera tout à l'heure. Puis vous avez aperçu ce coussin rouge sur lequel figuraient 2 décorations reçues par Jean-Paul Belmondo, celle d'officier de l'Ordre national du mérite qui lui avait été remise en 2017 par François Hollande, et l'autre à laquelle il tenait beaucoup, grand officier de la Légion d'honneur remise en 2019 par Emmanuel Macron. Il faut préciser malgré tout qu'il ne chassait pas les honneurs, il n'était pas avide d'honneur, de reconnaissance. La reconnaissance du public, un sourire, une poignée de main, lui allait très bien, y compris lorsqu'il buvait un verre avec ses copains ou qu'il allait manger ou qu'il était sur une plage, ça ne le dérangeait pas. Vous voyez, ils approchent, les membres de la famille, cette génération des petits-enfants. Il y a 6 petits-enfants, Annabelle, Christopher, Nicolas, Victor, Alessandro, Giacomo, et l'un d'entre eux qui va s'exprimer, Victor, eh bien, lui aussi est devenu un enfant de la balle, et lui aussi a envie d'embrasser cette carrière de comédien. Les autres ont des vies très différentes. Écoutons Victor. On tenait à dire un mot pour notre grand-père ici aux Invalides, parce qu'on sait à quel point il était touché et fier de recevoir les honneurs de l'État et de la France en général. Là où il est, je suis sûr et certain qu'il sourit, comme toujours, et qu'il est pleinement heureux de cet hommage. Heureux aussi de voir à quel point les Français lui témoignent de leur amour, lui qui les aimait tant. Tout au long de sa vie, il n'a cessé de chercher le bonheur, mais surtout de le donner. Aussi bien à sa famille qu'à tous les autres. À travers ses films, évidemment, mais aussi et surtout parce qu'il était et restera un soleil. Le soleil ne s'éteint pas. Il brille, il irradie partout, tout le temps. Lorsqu'il se couche, quelque part, il se réveille ailleurs. Et notre grand-père nous irradie, et nous irradiera toujours de son sourire, sa bonté et son extrême bienveillance. Il est un soleil éternel. Merci, papy, de nous avoir donné tant de joie. Merci d'avoir tant partagé ta positivité. Tu nous laisses remplis de ce bonheur immense. On pense à toi, on t'aime, et amuse-toi bien avec tes copains qui t'ont tant manqué. Ces mots très simples, très simples, prononcés par Victor, qui a voulu rendre hommage à son grand-père. Et l'une des grandes joies de Victor, c'est qu'il a tourné en 2020 un film avec Christophe Baratier, qui s'appelle Envole-moi, je crois, et qu'il était difficile pour Jean-Paul Belmondo de se déplacer. Et Victor a réussi, avec la complicité de quelques amis proches de Jean-Paul Belmondo, a réussi à projeter ce film à Jean-Paul Belmondo, qui l'a adoubé, qui lui a dit « Voilà, bravo, t'es un comédien, bravo. Bienvenue dans le monde des battleurs, des amuseurs, tu es des nôtres. » Il était content, il était fier. Et puis il y a cette ressemblance de Victor avec son grand-père. Vous apercevez Stella, la fille adorée de Jean-Paul Belmondo. Et quand vous rencontriez Jean-Paul Belmondo, il lui disait « Ah, il faut que je vive pour 1000 raisons. D'abord parce que vivre, c'est formidable. Et puis je veux que ma fille me voie quand elle aura 10 ans. Et puis quand elle aura 15 ans. Et puis 16. Et puis 18. » Stella, aujourd'hui 18 ans, elle est née en 2003. Après donc... l'attaque cérébrale qui avait terrassé Jean-Paul Belmondo et dont il s'est remis en travaillant avec des orthophonistes, avec des kinés, avec son grand copain Christian Brincourt, camarade de souffrance et de réhabilitation. Vivre pour que ses enfants et ses petits-enfants grandissent et qu'ils les voient s'épanouir et qu'ils puissent partager des moments de joie dans ces grandes tablées. Vous voyez, Richard Anconina, Paul Belmondo. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la maire de Paris, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, chère famille Belmondo, Mesdames et Messieurs, Jean-Paul Belmondo était de la famille. Frère, cousin, oncle, ami séducteur, père hors norme, héros aux 1000 visages, dont la carrière charrie 1000 vies, dans lesquelles nous retrouvons tous un peu des nôtres, et qui ont scandé 6 décennies de vie française. Mythologie d'une France heureuse, où la jeunesse prit tous les droits, des temps d'insouciance, puis des temps de doute. 6 décennies de cavalcade à nos côtés. 6 décennies de théâtre et de cinéma d'abord, où il embrassa tous les genres. La gueule que l'on voulait voir dans les salles obscures, la gouaille qui réchauffait les soirées télévisées des Français. Belmondo fut la figure qui transperça les styles, traversa les époques, cassa toutes les barrières. D'abord icône de la nouvelle vague avec Jean-Luc Godard, puis François Truffaut, star inégalée du cinéma français et populaire avec Henri Verneuil, Gérard Houry, Philippe de Broca, Jean Becker, Georges Lautner, Louis Malle, Deray, Philippe Labro, Claude Lelouch et tant d'autres. Homme de planche avec Robert Hossein et Bernard Murat. Présence inoubliable des inclassables Jean-Pierre Melville, Alain Resnais, Claude Sauté ou Claude Chabrol. Il fut tour à tour génial improvisateur et servant des dialogues sans égal. Interprète orfèvre, cascadeur hors pair, survolant Venise accroché à un trapèze et liporté dans le guignolo, domptant un tigre sauvage dans l'animal, cheminant suspendu à un fil d'acier entre 2 immeubles dans Un homme à Rio. Mais là, toujours. Les jeunes premiers des années 50 pouvaient laisser place au film vrai de la nouvelle vague. Belmondo était là. La couleur pouvait définitivement supplanter le noir et blanc. Belmondo était là. Hollywood pouvait briller. Ses vedettes conquérir l'Europe. Belmondo était là. Avec sa bande du conservatoire, Annie Girardot, Michel Beaune, Guy Bedos, Bruno Kremer, Jean-Pierre Mariel, Jean-Pierre Mocky, Claude Rich, Jean Rochefort, Philippe Noiret, et bien sûr Françoise Fabian et Pierre Vernier, aujourd'hui à nos côtés, il ne cessa de se renouveler, se réinventer, et ce faisant, de conquérir les générations successives. Il est cette présence avec laquelle on vieillissait de film en film, de style en style, toujours le même, toujours changeant. Jean-Paul Belmondo a vécu à nos côtés cette vie française. Passeur entre Jean Gabin, Pierre Brasseur, quelques autres et les nouvelles générations, immortel non seulement par ses films, mais parce qu'il enseigna son art de la scène et du jeu à vous, Jean Dujardin, Antoine Duléry, Richard Anconina, Gilles Lelouch, qui étaient devenus sa nouvelle bande et qui est là, en cet instant, pour reprendre son flambeau. Durant ces décennies, Jean-Paul Belmondo n'embrassa pas seulement les époques et les genres, il épousa la France. Lui qui, par tous ses rôles, traversa à grandes embardées l'histoire de notre pays. Le voici sous la régence mi-soldat, mi-bandit de Grand Chemin, puis remarquable marié de l'an 2 au creux d'un arbre au petit matin avec celle dont il devait divorcer. Pilote boxeur de la Der des Der dans l'As des As, sublime soldat désabusé du week-end à Zuidcote, chauffeur poids lourd voyou sur les routes du Sahel pour les 100 000 $ au soleil, inoubliable légionnaire des Morphalous. Belmondo fut le visage
de tous les bouleversements de notre rente glorieuse. Sans prétention, sans jamais chercher à porter une thèse, juste être là, incarné. Un jour prêtre assiégé par les interrogations métaphysiques dans Léon Morin, un autre, industriel et patron de presse, héritier venu d'Amérique, critique acide de la société de consommation dans le corps de mon ennemi, espion superbe en mission au Mexique sous la légende bancale d'un écrivain perdu, flic, voyou, magnifique, toujours. Jean-Paul Belmondo habita la France. Tous ces lieux que sa démarche chaloupée, son sourire lumineux ne cesseront jamais de peupler. Nos Champs-Élysées, sur lesquels fut abattue la tendre crapule d'à bout de souffle. Ce château de Maintenon qui servit de décor à la fin de parcours du professionnel. Cette Riviera azuréenne qui résonne encore de l'élégance du mi-flic, mi-voyou. Ces rues de Marseille, qui ne sont pas seulement celles de l'Ascoumoun, mais le théâtre dans lequel l'ombre de Bébel restera à jamais mêlée à celle d'Alain Delon, seul complice à sa mesure. Ce village de la Côte Fleurie et tant d'autres, et les trains qu'il emprunta, et les gares qu'il arpenta, Nantes, Besançon, Lille, Lisieux, ces rues, ces places, ces paysages de France. Nous aimons Jean-Paul Belmondo parce qu'il nous ressemblait. Géant parmi les géants, il était surtout cet homme parmi les hommes que décrivit son voisin d'enfance, Jean-Paul Sartre. On l'admire, il nous fait rire. Belmondo, c'est un peu nous en mieux. Un jour de tournage, Jean Gabin lui lança impromptu « Embrasse-moi, mec, t'es mes 20 ans. » Oui, Jean-Paul Belmondo était nos 20 ans. Ce jeune homme au nez cassé à qui l'on prédisait un sombre avenir professionnel et affectif, et qui, à force de travail acharné, de culot illimité, de charisme enveloppant, finit par conquérir la France et séduire les plus belles femmes du monde. Jean-Paul Belmondo était nos 30 ans. Ce Don Quichotte des temps modernes capable de repousser les limites de l'ivresse en même temps que celles de la tendresse, tel un singe en hiver. Jean-Paul Belmondo était nos 40 ans. Ce commissaire aussi athlétique qu'intrépide que tous nous aurions rêvé d'être pour nous battre contre la peur sur la ville. Jean-Paul Belmondo était nos 50 ans. Cet entrepreneur à succès qui soudain choisit, dernière étape de l'itinéraire d'un enfant gâté, de larguer les amarres vers sa liberté et vers son destin. Il fut l'ami que chacun aimerait avoir. Lui qui jusqu'au bout convia son acolyte de toujours, Charles Gérard, Charlot, pour refaire le monde, chaque midi comme chaque soir. Il fut le fils que tous les parents rêvent d'avoir. Capable de refuser une statuette des Césars parce qu'elle n'avait pas été conçue par son père, et de passer des heures au chevet de sa mère aveugle, lisant des pages et des pages de ses romans préférés. Il fut le père exemplaire qui, pour élever ses enfants, n'hésitait pas à refuser tout tournage, en juillet comme en août. Et le grand-père que vous venez un instant avec émotion de décrire. Belmondo, c'est la tendresse. Parisien au sang italien, amoureux de la langue grand siècle autant que de l'argot parisien, tendre, turbulent, bourgeois boxeur, athlète incroyable, criblé de fêlures, Jean-Paul Belmondo raconte nos contradictions, nos failles. On aime sa solitude, son goût du risque, l'élégance de sa joie, son style. À chaque fois, il fit la chronique de nos vies. D'un monde triste et gai, tendre et cruel, réel et surréel, terrifiant et marrant, nocturne et diurne, solite et insolite, beau comme tout. Au fond, c'est peut-être Pierrot
qui, dans sa douce folie maquillée de bleu, parlait le mieux de Belmondo. Cher Jean-Paul, pour toutes ces raisons, vous perdre aujourd'hui, pour tant de Françaises et de Français, c'est perdre un immense acteur, un long moment enchanté de cinéma français et une part de nos vies. Et si, malgré le chagrin, il nous faut sourire ce jour comme vous n'avez jamais cessé de le faire, c'est parce que nous savons que vous continuerez de nous accompagner, qu'il nous suffira, pour retrouver votre gouaille solaire, de pousser la porte d'une salle de cinéma, d'allumer une télévision, un écran. Alors, à nouveau, la magie opérera. Et depuis le siège passager d'une voiture rose avec des étoiles vertes, nous pourrons crier que finalement, nous aimons la mer, nous aimons la montagne et nous aimons la ville. Rien à foutre. Sur la place du Trocadéro, nous vous suivrons dans une poursuite endiablée, au volant d'un cabriolet. Et dans les rues pluvieuses d'une station balnéaire normande, nous nous livrerons aux joies d'une corrida nocturne, d'un feu d'artifice improvisé, et nous entonnerons quelques chants arrosés d'un doux parfum de Yang Tse-Kiang. Et au creux de notre oreille, on entendra peut-être murmurer ces vers écrits par Cyrano que tant de fois vous avez incarnés et qui résonnent si fort en ce moment. Et puis mourir n'est rien, c'est achever de naître. Alors, j'en suis sûr, votre visage s'illuminera de ce sourire inoubliable. Sans amertume, jamais, sans plainte, juste là. Et comme un glas, sonnera ce mot que tant de fois vous prononciez pour signifier tous les autres que vous ne pouviez plus dire. Voilà. Voilà. Adieu, Bébel. Vive la République. Vive la France. Voilà pour cet éloge funèbre prononcé par Emmanuel Macron, éloge dans lequel on a reconnu 1001 titres de films ou allusions transparentes aux films interprétés par Jean-Paul Belmondo, avec, vous l'avez vu, toutes les générations dans cette cour d'honneur, de très jeunes gens, des gens de la génération des quarantenaires, trentenaires, des gens de 20 ans, et puis ces applaudissements qui vont évidemment, qui sont dirigés vers Jean-Paul Belmondo, comme on le fait quelquefois en Italie au passage des cercueils, où on pleure et on applaudit en même temps au passage du cercueil à la sortie des églises. Écoutez.
Marseillaise également très applaudie, interprétée par l'orchestre de la garde républicaine et le chœur de l'armée française, cette Marseillaise en version symphonique, réorchestrée par Hector Berlioz. Cette Marseillaise qui rendait si fier Jean-Paul Belmondo, petit-fils d'un forgeron piémontais. Sa grand-mère était originaire de la banlieue de Palerme, en Sicile. Si fier de cette appartenance italienne, si fier d'être français, si fier lorsqu'il lisait, qu'on disait de lui qu'il était la quintessence d'un esprit français. Il a beaucoup aimé cela et il était patriote sans être cocardier, vous me le confirmerez, Alexandre Arcadi. Il aimait profondément ce pays. Un mot d'explication peut-être pour donner des clés de compréhension sur ce qu'il se passe. Vous savez qu'en accord avec la famille, entre l'Élysée et la famille, il a été décidé que cet hommage solennel de la nation serait aussi un hommage populaire. Et que donc ce cercueil serait exposé pour que les Français puissent se recueillir.
vie criée coupée. Que de larmes, que d'émotions, chez les anonymes, chez les amis, chez les enfants, chez Christian Brincourt, notre invité. Je l'ai embrassé hier, pour la dernière fois. Donc ces images me bouleversent comme vous l'imaginez facilement. Je voudrais simplement dire un mot sur sa générosité. À mon tour, j'ai été tiré par le crabe, au fond. Quand je lui ai appris cette saloperie de cancer, pendant 2 ans, il m'a appelé tous les jours. Avec sa gentillesse, sa générosité. Tous les matins, vers 11h, il me disait « Viens, on va se faire la cerise ensemble. » Comment oublier des mots pareils alors que le silence se fait autour de vous. Lui, il était là. Merci Jean-Paul. Vous les entendez, ces larmes, ces applaudissements mêlés, cette foule d'anonymes, de gens célèbres qui prennent leur respiration et qui disent « ça y est, Jean-Paul Belmondo est parti, l'artiste a tiré sa révérence. » L'amour que ce type pouvait dégager autour de lui, dans tous nos restaurants, dans toutes nos bouffes de copains, les gens venaient vers lui, hésitaient un peu. C'est lui qui leur disait « mais approchez-vous, n'ayez pas peur. Un petit selfie, mademoiselle, quel est votre prénom? Asseyez-vous. » Parfois on lui disait « mais t'en as pas marre ?» Cette pression tous les jours, à chaque repas, il dit « non mais tu plaisantes. Comment refuser un sourire, un simple sourire, un mot, même signé de la main gauche, parce que la droite est morte, à ces gens qui ont sorti 10 balles pour me voir faire mes galipettes au cinéma. Eh oui. C'est grâce à eux que je suis devenu ce que je suis. Voilà. Et là, on entend, on voit ces apartés. La famille de Jean-Paul, Muriel, sa sœur, Florence, sa fille, Paul, son fils, ont suivi le cercueil, mais les anonymes et les célébrités sont là et on discute. On doit se dire, ah, tu te souviens de quel est ton meilleur souvenir de Jean-Paul? Qu'est-ce qui t'a le plus ému? Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Ce que vous disiez il y a un instant, Christian. Quelle générosité, quelle simplicité. Jamais cet homme qui faisait son métier si sérieusement ne s'est pris au sérieux. Jamais. Jamais en 14 ans d'amitié, je ne l'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un avec méchanceté. Il pouvait critiquer comme tout le monde, mais c'était un garçon qui avait de la réserve. Il était généreux, il était profondément humain, profondément gentil. C'est pour ça que les Français se reconnaissaient en lui. C'est pour ça qu'il faisait partie de la famille. Quand vous discutiez avec lui, Alexandre Arcadi, j'ai souvenir d'une conversation avec lui, il dit « Faites attention, ne prenez jamais le melon. » Et il rigolait et il buvait un coup. Mais moi, tout à l'heure, là sur le plateau, en voyant ces images, ce document incroyable, j'avais envie de crier coupé. Oui. Et j'avais envie que ça s'arrête, qu'il sorte de la boîte, qu'il dise alors elle est bonne. Et c'était ça, Jean-Paul. Il n'avait de cesse que de faire bien, et très très bien à chaque prise. Et c'est ce qui va nous manquer, parce que c'est un acteur tellement exceptionnel. Et puis cet homme si pudique, intimement pudique, quand on lui parlait de la foi, de l'au-delà, il avait très peu de mots. Il s'est confié une seule fois, je crois, à son biographe Philippe Durand dans sa biographie. Il dit oui, je crois à une autre vie. J'ai été élevé dans la religion catholique. Je ne suis pas pratiquant, mais je crois à une autre vie parce que je vais retrouver mes proches, je vais retrouver mes copains. Il y a une forme de transcendance, et donc j'y crois. Je ne suis pas désespéré. La mort ne me fait pas peur. Elle arrivera. Ce qui l'avait terrorisé, ce qui l'avait accablé, c'était d'être vivant alors que l'une de ses filles, Patricia, était morte en 1993 et ça l'avait accablé, ça l'avait terrassé. C'est à ce point injuste. Il avait joué le soir même Bien sûr. du mort, le jour de la mort de Patricia, qui a disparu dans un incendie de son appartement. Il a joué le soir même une pièce de Feydeau, vous imaginez? Bien sûr. Esther Lefebvre, vous aussi, vous avez été submergée par cette émotion vécue par le public qui a vécu donc cette cérémonie à l'extérieur. Décrivez-nous, racontez-nous ce que vous avez vécu. Oui, je vous garantis qu'ici, la solennité était à un niveau extrême. Pendant toute la cérémonie, on n'a pas entendu un seul bruit, si ce n'est au moment des applaudissements et aussi quelques pleurs. Et à côté de moi se trouve Pierrot. On vous a vu pendant toute cette cérémonie les yeux rivés sur cet écran. Qu'est-ce qui vous a touché pendant cette cérémonie? Beaucoup.
C'est un géant qui est parti. Ça fait, j'ai croisé en 67, en 82, en 83. Mais elle est très gentille, c'est une personne inoubliable. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. J'habite à Melun, je suis venu aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette cérémonie? Quel moment? Beaucoup. De tout. De tout. Merci beaucoup Pierrot. Vous le voyez, ici, beaucoup de gens ont du mal à trouver leurs mots et je vous garantis qu'ici, l'émotion est toujours très intense. Regardez autour de nous, tous ces gens qui restent en place, toujours les yeux rivés vers l'écran et on entend toujours peu de gens parler autour de nous. Et oui, c'était alors que le cercueil quitte la cour des Invalides. Nous sommes sur l'esplanade, la Seine est tout près, la Seine qu'il a tellement aimée. C'était sa dernière demeure. Il vivait au Quai d'Orsay. Il avait cette vue sur Paris, sur la Seine, sur la rive droite, après avoir vécu pendant 30 ans rue des Saints-Pères, dans cet endroit qu'il adore. Il était profondément parisien, profondément français, profondément voyageur. Il adorait parcourir le monde, il adorait les tournages loin de chez lui. On l'a dit, il y a deux moments d'année où il refusait de tourner, c'était l'été pour ses enfants et la quinzaine de Roland-Garros. Dans ses contrats, c'était marqué « Je ne veux pas tourner même pour 3 millions de dollars pendant qu'il y a Roland-Garros. Je veux être mes copains, je veux être avec Lelouch, je veux être avec Charles Gérard. » Pas de tournage possible à ce moment-là. Il savait vivre, il avait le goût de la vie et des plaisirs de la vie, des plaisirs simples de la vie. Il avait des plaisirs, il était, on l'a dit, on le répète, tellement joyeux et tellement il l'illuminait comme ça de sa présence. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il était très secret. Très Bien secret. sûr. Anne-Chloé Beauté, vous êtes avec un comédien qui a adoré travailler avec Jean-Paul Belmondo, c'est Sami Nasseri, c'est l'aîné des Fers chauds. Racontez-nous cette passation de pouvoir et de génération entre Belmondo et Sami Nasseri. C'était une très belle aventure à deux. Et oui, Sami Nasseri, ému, touché, évidemment. Comme beaucoup de gens. Mais c'était un beau discours. C'était très beau ce qu'a dit le président, vraiment. Un bel hommage, en tout cas. Ouais. C'était un beau texte, en tous les cas. C'est quelqu'un qui a été un guide pour vous, pour cette nouvelle génération. Vous avez eu la chance de travailler avec lui. D'ailleurs, la nouvelle génération n'a pas forcément travaillé avec lui. Parfois, c'est même un regret. Vous avez conscience de cette chance. Ça se matérialise comment? Je sais pas, tout le monde dit que je suis le dernier, le pauvre, avant qu'il lui arrive cette chose, cet AVC en Corse. Et moi, j'ai toujours... il m'a fait rêver comme Delon, comme Gabin. C'est eux qui m'ont donné envie de faire du cinéma, qui m'ont fait rêver. Et j'ai eu la chance avec TF1 justement de faire 2 téléfilms, donc un remake de l'aîné des Fers chauds, et c'était juste exceptionnel. C'était juste merveilleux. On était au Venezuela, Barcelone. On se réveillait le matin, c'était la fête. De lui donner la réplique, c'était juste exceptionnel, c'était merveilleux. Exceptionnel, merveilleux, ce sont les mots de la fin. Merci beaucoup en tout cas.